Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'émission pour parler du sponsor de cet épisode qui est Command AI. Alors on va beaucoup parler dans l'heure et demie qui vient du modèle traditionnel du secteur de l'armement, de ses forces et de ses problèmes, et de la manière dont il est très honnêtement en train de prendre une vague en pleine face, incarnée par des entreprises venant essentiellement des États-Unis, comme Palantir ou Anduril. Mais il y a aussi des acteurs français et européens qui sont en train de prendre ce tournant d'un nouveau modèle économique et industriel pour développer des équipements et des solutions logicielles pour les forces armées, comme c'est le cas pour Command AI, un nouvel acteur de l'écosystème de défense français, qui propose une plateforme logicielle augmentée par l'IA pour aider à la planification d'opérations complexes, à l'accélération du retour d'expérience ou l'analyse terrain. Ils viennent d'ailleurs de publier une version bêta en accès limité et réservé au personnel militaire de leur outil d'analyse du terrain qui cartographie le monde entier et permet aux LLM de comprendre et d'interroger des cartes. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur command.ai ou écrivez-leur à mission@command.ai. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'économie de l'armement et de la manière dont elle s'est structurée depuis quelques décennies et de celle dont elle est peut-être en train d'évoluer, notamment à travers l'arrivée de nouveaux acteurs, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de la question depuis deux angles assez différents. Tout d'abord Vincent Lamigeon, journaliste à Challenge, spécialiste des questions d'armement et d'aéronautique, donc vous êtes l'un des tout meilleurs observateurs en France, notamment de l'actualité et des dynamiques de ces grands groupes. Je peux rappeler par ailleurs que vous étiez déjà venu à ce micro pour parler des partenariats stratégiques de la France, c'est-à-dire d'avec qui et comment on mène de grands programmes d'armement, ce qui est une question pas exactement la même, mais assez proche et connexe à celle au sujet d'aujourd'hui. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Merci, bonjour Alexandre. Et ensuite Samuel Faure, enseignant à l'université de Louvain, spécialiste notamment des entreprises de l'armement. Je peux rappeler que vous étiez déjà venu aussi pour un épisode des Têtes chercheuses sur un article que vous aviez écrit sur la sociologie des dirigeants des grandes entreprises de défense il y a longtemps. Et vous vous spécialisez aussi sur la dimension européenne de la question. Donc bonjour, bienvenue à nouveau aussi. Bonjour Alexandre, merci. Alors vous avez deux angles d'analyse sans doute différents entre universitaires et journalistes, mais que je pense très complémentaires pour traiter d'une question qui est à la fois très structurelle, sur la manière dont marche au fond l'économie de la défense, et l'interaction publique-privée dans des sociétés qui sont des sociétés qui marchent avec une économie de marché. Globalement, c'est l'État qui achète des choses à des entreprises privées, qui sont parfois possédées par l'État et parfois non. Bon, bref, on n'est plus à l'époque des ateliers nationaux ni des arsenaux, et on n'est certainement pas en URSS où c'était la puissance publique qui produisait tout. Et en même temps, c'est aussi très conjonctural parce qu'il y a des acteurs qui sont en train de disrupter ça, oserais-je dire, et de faire voler en morceaux un système qui était dans le fond assez rodé, voire assez routinisé. L'exemple le plus typique de ça, que je vais juste citer dès maintenant, c'est Anduril, qui est un groupe qui n'existait pas il y a 10 ans, puisqu'il a été fondé en 2017, et qui est aujourd'hui valorisé plus de 30 milliards de dollars, et qui est en train de rafler des contrats dans tous les sens au mastodonte historique de l'armement aux États-Unis, et qui est d'ailleurs apparemment en train de débarquer en Europe, puisqu'ils ont annoncé au Salon du Bourget qu'ils faisaient un partenariat avec le géant allemand Rheinmetall. Voilà, mais on peut en trouver d'autres avant. Il y avait Palantir, dont on reparlera, qui était déjà un peu ça, mais dans un secteur un peu différent. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Mais donc, avant d'en venir à la manière dont ce système économique est en train de changer, j'aurais aimé commencer par le caractériser avec cette idée qu'il y avait quand même, traditionnellement, depuis peut-être 30 ans, 35 ans, une grosse concentration aux mains des mastodontes du secteur, qu'on peut peut-être faire remonter à la fin de la guerre froide. Alors, comment est-ce qu'on caractériserait ce système, peut-être Samuel Faure ? Oui, c'est très juste. Comme on le sait toutes et tous sur cette antenne, produire et vendre des équipements militaires, c'est pas la même chose que des voitures ou des machines à laver. Et donc, il y a cette structure que nos collègues économistes qualifient d'oligopolistique, voire de monopolistique, qui s'est renforcée en effet dans ce contexte de la fin de la guerre froide, des années 90,
dividende de la paix, fin de l'histoire, les budgets de défense diminuent. Et d'abord aux États-Unis, avec ce fameux Last Supper, juillet 93, l'administration Clinton dit aux entreprises, maintenant il va falloir que vous vous restructuriez, que vous travailliez davantage ensemble, parce que sinon, nous, l'administration américaine, on va moins payer. Et donc on passe à ce moment-là. Donc en gros, vous n'allez pas tous survivre, donc il va falloir... Vous avez profité, vous êtes goinfrés pendant l'époque des budgets énormes de la guerre froide. Là, ça va diminuer, vous n'allez pas tous survivre, donc conseil d'amis, rationalisez, concentrez-vous, parce qu'on oublie toujours que l'économie américaine est certes libérale et capitalistique, mais aussi assez dirigée et assez autoritaire par certains côtés. Donc rassemblez-vous, et ça donne ce qu'on a appelé ensuite le Big Five, c'est-à-dire les 5 grosses entreprises du secteur qui ont concentré énormément des contrats, chacun étant plus ou moins leader dans un domaine, quoi. Exactement ce que certains industriels appellent la stratégie du Highlander. Ce sont les plus forts qui vont résister. Et on passe finalement en quelques années d'une 50aine de groupes à une dizaine. Donc c'est un mouvement structurel qui transforme cette industrie de la défense aux États-Unis, et qu'on voit pour partie en Europe, en tout cas à l'échelle nationale, avec des transformations. Alors les 2 arbres européens qui cachent la forêt qui demeure nationale, c'est bien sûr Airbus qui avant ça, il y avait eu sa forme intermédiaire, disons, dite de EADS, et quelques années avant, en fait, c'était des entreprises nationales et pour partie publique comme en France avec Aérospatiale, et puis MBDA. Mais ces restructurations sont plutôt à l'échelle nationale. Et elles renvoient, en effet, comme vous le disiez Alexandre, ce marché traditionnel, ces usual suspects, très peu d'acteurs, avec un droit d'entrée important. C'était il y a quelques jours la Fashion Week à Paris. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est une jet set comme ça, avec très peu d'acteurs qui ont besoin de ressources symboliques, industrielles, technologiques extrêmement élevées, qui vont se partager le marché. Forte régulation étatique aussi, et donc donner cette structure du marché oligopolistique, voire monopolistique, en fonction de l'organisation politique à l'échelle nationale. Il y a des capitalismes de la défense qui sont qualifiés dans la littérature de dirigistes, étatistes, comme chez nous, en France. Et puis, il y a des modèles qui vont être qualifiés de libéraux, comme au Royaume-Uni, donc avec des agencements institutionnels qui vont organiser ces relations État-entreprise de manière un peu différente en fonction des pays, et malgré tout avec un mouvement, ça, assez général en Europe, de libéralisation. On peut rappeler par exemple que la DGA comptait 50 000 agents en 1995. Alors c'est à la fois très loin et pas si loin que ça, une génération, une trentaine d'années. Aujourd'hui 10 000. De la même manière, on y reviendra peut-être, l'actionnariat des groupes, en particulier dans des systèmes assez interventionnistes comme la France, ont fondu comme neige au soleil. On peut penser aux plus grandes entreprises comme Airbus, comme Thales, comme Safran par exemple. Juste les Big Five, parce que j'ai mentionné l'expression, ceux qu'on appelle comme ça aux États-Unis, c'est Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics, ce qui était, enfin je ne vais pas rentrer dans le partage, mais en fait c'était un partage par milieu assez logique dans les années 90, et en fait ensuite ils se sont tous mis à empiéter sur les terrains les uns des autres, mais globalement dans les années 90 il y avait l'idée qu'il y aurait un leader dans chaque secteur. Vincent, peut-être sur cette structuration et cette... Voilà, c'est monopolistique, en tout cas oligopolistique certainement, du capitalisme de défense. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces Big Five aux États-Unis, même s'il y a quelques acteurs derrière qui sont pas très loin, comme BAE qui vient plutôt du Royaume-Uni, mais qui est un acteur très américain, ou General Atomics, en France. General Atomics, je peux dire, c'est ceux qui font notamment les drones Reaper. C'est comme ça mais à la base, ils étaient plutôt terrestres, et ensuite ils se sont déployés sur autre chose. C'est intéressant aussi de voir les évolutions, la manière dont un groupe sent qu'il y a un créneau à prendre là et se déploie sur autre chose, quoi. En tout cas, quand on prend la France, c'est pas Big Five, c'est Big Nine. En fait, il y en a 9 et ça n'a pas bougé depuis des années. Les 9, c'est Airbus, Dassault Aviation,
Safran, Thales. Il y a Ariane Group, on oublie que c'est un groupe qui est un peu plus militaire que civil, même si on connaît mieux l'activité Ariane 6 que l'activité du missile de dissuasion M51. Globalement, un missile balistique étant globalement une grosse fusée qui retombe, voilà. Il y a des synergies. Voilà. MBDA, Naval Group, KNDS France et Arcus, JO9. Voilà. Et donc en fait, si vous voulez rentrer dans cet oligopole de 9 personnes, de 9 grands groupes, c'est extrêmement difficile. Très peu en ont la volonté, très peu en ont eu la volonté au moment évoqué par Samuel des dividendes de la paix, parce que finalement, entre ces 9-là, on vivait plutôt bien avec des budgets en stabilisation ou en légère baisse. Et c'est pas forcément un marché qui donnait plus envie que ça. Là, avec la hausse des budgets européens, il y a des gens qui peuvent être intéressés, mais il y a un effet d'inertie qui est absolument énorme en France. Si vous voulez bousculer ces 9-là, et notamment les 3 ou 4 premiers que j'ai cités, je vous souhaite bon courage. Voilà. Mais on peut peut-être dire qu'il y a aussi un truc un peu subtil, c'est que c'est des entreprises qui, pour partie, ont été, si ce n'est privatisées, ont été d'abord des entreprises publiques, ensuite des entreprises publiques à capitaux d'État, etc. Ce qui a une importance, me semble-t-il, sur les gens qui les peuplent, parce que souvent c'est des carrières qui sont très longues dans ces entreprises, et du coup ça veut dire que c'est aussi des gens qui à la base bossaient pour l'État et qui ont fini par devenir des cadres dirigeants de ces grands groupes de l'armement, qui ont par ailleurs encore des contacts, on reparlera du truc très symbiotique avec les acheteurs, c'est-à-dire la DGR en France, mais le DoD aux États-Unis. Donc voilà, il y a quelque chose à dire aussi sur le fait que, je sais pas, Naval Group, ça a été les chantiers navals, les DCNS à une époque, et avant la DCN. Donc il y a quelque chose, en gros, sur la nature. C'est pas des groupes comme aux États-Unis, en tout cas en France, qui sont purement privés, etc. C'est des groupes qui ont un passé public, et c'est des carrières, c'est des trajectoires qui se comprennent sur le long terme, quoi. C'est très juste, et on l'avait développé lors de cet épisode de Tête chercheuse, Alexandre, que vous aviez eu la gentillesse de rappeler. Si on va à ce niveau de granularité institutionnelle et sociale, sociologique, en effet, il y a cette singularité française avec une proximité extrêmement forte entre l'appareil d'État et ces entreprises-là, avec peut-être un distinguo à faire vis-à-vis de Dassault Aviation, quoique il y a aussi de la circulation, mais il y a en effet cette circulation. Dassault Aviation, qui est le seul groupe qui a toujours été privé et qui en même temps est un truc, vu l'emprise qu'a Dassault sur tous ses acteurs, parce qu'il est intégrateur, donc bref, il a une vraie position dominante par rapport à, parce que toutes ces entreprises mettent des choses sur les Rafales, donc c'est très important, mais aussi parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, avant ils faisaient les Mirage, ils faisaient tout. Bon, forcément, il y a aussi il y a un revolving door aussi de l'État vers Dassault et de Dassault vers l'État, quoi. Et puis il ne faut pas oublier que Dassault a failli être nationalisé en 81, donc il y avait la tentation de l'État de reprendre le contrôle. C'est d'ailleurs toute l'habileté des dirigeants de Dassault de l'époque d'avoir échappé de façon assez brillante à cette nationalisation. Et puis une deuxième tentative en 97 de fusion avec Aérospatiale pour faire un champion, et qui a été là, c'était un peu la chance de Dassault Aviation plus que l'habileté de ses dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a eu la dissolution qui a fait qu'il n'y a pas eu cette fusion avec Aérospatiale qui était encore publique à l'époque. Je vous ai interrompu, Samuel, mais donc à part Dassault, tous ceux-là ont été publics à un moment, nationaux. Non seulement il y a ça en effet, et encore aujourd'hui il y a ces actionnariats croisés. On sait que Dassault est actionnaire très important, 26% de Thales, et que Thales est le capital de Naval Group. Exactement. Donc ça au niveau de l'actionnariat, niveau institutionnel, et puis au niveau social, sociologique de l'analyse qu'on peut partager, c'est en effet cette circulation des individus, des ingénieurs de l'armement, des officiers, généralement en deuxième section, qui vont pouvoir passer une partie de leur carrière professionnelle, de leur trajectoire dans ces Big Nine, dans ces grands groupes, et évidemment que ça va avoir tendance à institutionnaliser ces interdépendances publiques-privées, État-industrie, entreprises libéralisées mais qui restent pour partie publiques à l'échelle nationale.
L'aspect capitalistique est intéressant parce que effectivement, on n'est plus dans un monde d'arsenaux. DCN est devenu DCNS, Naval Group. Ceci dit, sur les 9 acteurs français qu'on citait, il y en a 7 où il y a encore l'actionnaire public, alors plus ou moins élevé. Mais Airbus, l'État français et l'État allemand ont 11% chacun, l'État espagnol 5%. Safran, l'État reste le premier actionnaire. Alors il a beaucoup baissé. D'ailleurs, il doit s'en mordre les droits vu la valorisation actuelle à plus de 100 milliards. Il a vendu à un moment où l'action était bien plus bas, donc finalement pas forcément très bonne affaire. Thales, l'État reste le premier actionnaire juste devant Dassault avec 26%. Ariane Group est détenu par Airbus et Safran, donc l'État a un contrôle. Donc en fait, on est dans une espèce de modèle un peu hybride où c'est plus vraiment un arsenal, mais il y a toujours une dépendance à l'État à la fois capitalistique, parce que l'État reste un actionnaire important de la plupart de ces groupes, et comme Samuel le disait, via les commandes, évidemment. Les deux qui l'ont pas, c'est donc Dassault et quoi, et Arcus Arcus qui a été racheté donc par John Cockerill, un groupe belge. Donc voilà. Mais si vous prenez les autres, MBDA c'est codétenu par Airbus, donc il y a toujours une influence française. Naval Group, c'est toujours une majorité à 65% de l'État français. Donc en fait, il y a encore un poids très fort, et on n'est pas passé au modèle américain des actions de préférence où l'État américain garantit le respect de ses droits et de ses priorités stratégiques par une action de préférence qui lui permet d'avoir une certaine influence. En France, on sent que l'État aime bien garder des actions qui sont majoritaires. Avoir un petit peu plus d'actions que Dassault Aviation dans Thales, c'est quelque chose qui intéresse l'État. Donc on voit bien que la privatisation que tu évoquais, Alexandre, n'est pas encore totale. On est encore dans un entre-deux. Voilà. Justement, on peut dire ça a des conséquences, évidemment. Maintenant, ça, c'est le système capitalistique, en quelque sorte. Il faut peut-être dire maintenant comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire, cette symbiose, elle se voit dans la conduite des programmes d'armement, qui est un système très... ça n'existe que dans les programmes d'armement, cette manière de faire les choses, c'est-à-dire avec des financements qui sont de très long terme, qui sont gigantesques, à des champions à qui on confie des dossiers, il va falloir avancer pendant des décennies, etc. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais on voit avec Dassault que quand on leur commence à leur dire « Ah, peut-être qu'il va falloir travailler avec quelqu'un d'autre », il y a des trucs qui sont pas très intuitifs pour eux, parce qu'ils sont habitués à ce qu'on leur confie beaucoup d'argent sur le long terme, qu'on leur laisse plus ou moins carte blanche en disant faites-nous quelque chose de bien, et puis, soit dit en passant, si le budget dérape, on rallongera s'il faut, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose, disons, de la manière dont ça se structure sur ces programmes qui sont, après c'est la particularité de l'armement, mais c'est sur de très très long terme quand même. Je sais pas, Samuel ? Oui, et là-dessus, d'ailleurs, peut-être pour prolonger une incise qu'a faite tout à l'heure Vincent, ce qui peut-être est un peu contre-intuitif, mais on peut faire un parallèle entre le système français et le système états-unien. Dans les deux cas, ça a été dit, il y a des très grands groupes qui ont la confiance à Washington du DoD, chez nous du ministère des Armées, et qui vont avoir tendance à renforcer ces relations privilégiées avec parfois des coûts élevés au programme, des retards, parce que en effet, quand on en revient à cette structure oligopolistique ou monopolistique, il y a moins de concurrence pour dire la prochaine fois on fera avec votre concurrent plutôt qu'avec vous. Et donc ça a tendance, même si vous le rappeliez Alexandre, c'est dans l'ADN des programmes d'armement, qu'ils prennent du temps, c'est le temps long, et qu'ils soient toujours en retard parce que c'est éminemment compliqué et il faut mettre un certain nombre d'acteurs autour de la table qui ont a priori pas nécessairement les mêmes intérêts ou les mêmes préférences. On peut rajouter à ça, les programmes d'armement, c'est l'exemple parfait d'un biais cognitif qui est assez connu, qui est le biais qu'on appelle des coûts irrécupérables. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand on a un truc qui foire dans tous les sens, souvent on se dit, de toute façon, on a déjà mis tellement de pognon dedans que il faut continuer, il faut rallonger toujours. Ce qui est exactement la manière dont ça se passe dans 97% de ces programmes. Ils sont très rares, les programmes. Il y a l'Eurodrone maintenant qu'on est peut-être en train d'abandonner avec 15 ans de retard. Mais globalement, il y a quand même ce truc de dire on a déjà dépensé tellement d'argent qu'il faut en dépenser encore plus, et ce qui met une position quand même assez confortable pour ces grandes entreprises de défense, parce qu'ils disent et si on foire, l'argent va continuer à irriguer de toute façon, parce que
la puissance publique a tendance à dire que ce serait complètement déraisonnable d'arrêter à ce stade, quoi. En sciences politiques, c'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier. Avec cet exemple historique connu, c'est ça que je veux dire, vous savez, nos claviers d'ordinateur, QWERTY. On sait tous que c'est pas la manière la plus intuitive, la meilleure. Nos claviers devraient être autrement, les lettres devraient être dans un ordre différent sur nos claviers. Et depuis des décennies et des décennies, on garde, ces grandes entreprises, Apple et compagnie, gardent les mêmes claviers, AZERTY ou QWERTY, par cette dépendance au sentier institutionnel, mais ça peut être aussi industriel et organisationnel, parce que, en effet, on limite comme ça les coûts, potentiellement de la conflictualité aussi, mais aussi avec des effets négatifs, voire pervers, qui ne sont pas négligeables sur le temps long. C'est très marrant, c'est une insiste qui n'a rien à voir avec rien, mais les claviers d'ordinateur, en fait, à la base, c'était pour les machines à écrire, parce que c'était des petites choses qui se déplaçaient, qui venaient perforer le ruban d'encre. Et en fait, l'idée, c'était de mettre pas au même endroit, sur l'espèce d'arc de cercle de ces petits poinçons, les lettres utilisées le plus souvent, parce que si deux lettres trop rapprochées arrivaient en même temps, le clavier risquait de se coincer. Bref, c'est pour ça que ce truc n'a aucun sens, et pourtant c'est quand même ça qu'on utilise. Vincent, oui, sur les claviers d'ordinateur ou sur autre chose. Je suis encore en train de réfléchir au clavier, parce que vous m'avez ouvert des univers... Je recommande la notice Wikipédia du QWERTY. Oui, une autre grosse différence quand même sur ce sujet-là des grands programmes, des coûts, des surcoûts et de la capacité de négociation de l'État entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis ont le luxe, de par l'immensité de leur budget militaire, qui va tutoyer ou dépasser les 1000 milliards de dollars cette année, d'avoir plusieurs acteurs. Pour l'aviation de combat, par exemple, si Lockheed Martin vous embête un peu trop, ce qui a été le cas avec le F-35, vous pouvez ressortir Boeing du formol et lui confier le futur chasseur furtif F-47. Là, cette semaine, il va y avoir une sélection du futur chasseur furtif de l'US Navy, donc un autre gros programme. Il est assez probable, je peux me tromper, mais on le saura quand les auditeurs... C'est terrible, parce que c'est sûr que l'épisode sortira après la... Moi, je m'engage, je pense que ce sera Northrop Grumman, parce que ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu aussi. Voilà, alors ils ont eu un bombardier qui est le B-21, mais c'est vrai que sur l'aviation de combat, je pense que l'intérêt des États-Unis est d'avoir 3 acteurs pour pouvoir négocier. Nous, donc Lockheed Martin pour le F-35, Boeing pour le F-47, et un troisième, Northrop Grumman, qui aurait ce nouveau chasseur. Ce chasseur de la Navy. Pour la France, évidemment, c'est impossible d'envisager une concurrence sur les avions de combat. On en a 200, voire moins de 200. C'est pas du tout un marché pertinent pour avoir de la concurrance. C'est le cas aussi pour Naval Group. Acheter des avions à l'étranger, c'était imaginé il n'y a pas si longtemps sur les F-18 par des acteurs importants de la marine, avant que le Rafale Marine soit sorti. C'était quelque chose qui était dans le scope de réflexion, qui ne l'est plus maintenant, parce qu'on a cette fierté d'avoir une industrie quand même relativement souveraine et indépendante. C'est un des derniers pans de l'industrie française qui l'est à ce point-là, donc c'est sûr que c'est pas forcément l'urgence d'acheter des chasseurs à l'étranger. Mais donc, on peut dire, Samuel, vous avez travaillé particulièrement pour votre thèse, je crois, sur cette histoire du programme Rafale, et surtout ce moment, il y a un moment hyper intéressant à la fin des années 80 où Dassault réussit à convaincre l'État français qu'il faut sortir de toutes les coopérations et de tous les programmes communs, notamment sur le Tempest, etc. Tempest, oui, je pense. Ça dit quelque chose aussi du pouvoir de cette symbiose, alors même que Dassault n'est pas une entreprise d'État, ne l'a jamais été, etc. Ils ont quand même une masse critique et une capacité à faire des réseaux et à s'imposer auprès des décideurs publics qui leur a permis de faire sortir la France de programmes qui étaient quand même très structurants, quoi. Oui, tout à fait. Sur cette séquence historique que vous rappelez, Alexandre, en fait, c'est le premier grand épisode d'une histoire en 2 parties. Cette première grande décision du 1er août 1985, c'est cette fameuse réunion de Turin qui avait rassemblé les DGA de l'époque des pays de l'équipe Typhoon, en fait, de l'Eurofighter Typhoon. Et c'est vraiment ce moment où la France dit exit, on va faire le successeur du Mirage nous-mêmes, Made in France, avec le Rafale. Et puis il y a une deuxième partie de cette même histoire, mais qui est pour la marine, pas pour l'armée de l'air. Et Dassault double la mise puisqu'il remporte aussi ce contrat qu'on peut un peu distinguer en 1988 contre en effet une alternative qui était portée par certains acteurs étatiques
en France en faveur du F-18. Et sans être trop long là-dessus, oui, il y avait 2 cadrages qu'on peut retrouver encore aujourd'hui pour expliquer ces 2 communautés d'acteurs étatiques qui ne portaient pas les mêmes options, qui était un cadrage, on va dire, plus politique ou stratégique dans un contexte encore de guerre froide, la grandeur de la France, l'indépendance nationale, qui était un récit qui porte encore aujourd'hui, mais d'autant plus le général de Gaulle, etc. Dans ce contexte géostratégique. Et puis un cadrage de cette décision publique étatique plus, disons, best value for money, commercial, qui est de dire oula, tout ça va coûter quand même beaucoup d'argent public. Nous, officiers de la marine, évidemment, c'est important pour nous, mais on aimerait aussi avoir plus de frégates, d'autres types d'équipements militaires au cœur de nos préoccupations opérationnelles. Et donc, finalement, peut-être que le F-18 serait une alternative tout à fait intéressante. Donc, on a ces dilemmes-là et que l'on voit en fait perdurer à travers le temps aujourd'hui avec le SCAF et pour le coup le Tempest que vous évoquiez Alexandre tout à l'heure, qui est cette option portée par le Royaume-Uni, l'Italie, Suède, et donc là il y a une forme de à la fois potentiellement d'européanisation de cette branche avion de combat, parce que pour l'instant on parle moins d'une option US pour les décennies à venir, et en même temps encore de conflictualité et de concurrence à l'échelle européenne, au moins entre 2 options, 2 avions, voire 3 s'il y avait une reconfiguration de l'équipe SCAF. Vincent ? Ce qui est intéressant sur le poids de Dassault Aviation qui le rend un peu unique, c'est une spectaculaire stabilité de la gouvernance. Quand vous regardez des patrons de Dassault Aviation, il y en a eu 4. Il y a eu Marcel Dassault, il y a eu Serge Dassault, il y a eu Charles Edelstenne, et maintenant il y a Éric Trappier. Voilà, 4 depuis la Deuxième Guerre mondiale. Combien il y a eu de ministres de la Défense et des Armées ? Combien il y a eu d'ingénieurs de l'armement en face de ces gens-là ? En fait, le truc, c'est que Dassault Aviation reste et les autres passent. En fait. Et cette stabilité dans le temps est un atout énorme. Alors, avec évidemment tout l'enchevêtrement de participation Dassault Aviation, actionnaire de Thales, lui-même actionnaire de Naval Group, ça donne aussi de la force. Mais avoir au conseil d'administration des différentes entreprises des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, face à des représentants de l'État qui vont être des gens de l'APE, qui ont 25, 30 ans, qui vont tourner tous les ans, tous les 2 ans, etc. L'APE, c'est l'agence des participations de l'État. Absolument. Ça donne à Dassault Aviation... Et laissez-moi... Enfin, c'est super, l'agence des participations de l'État, c'est eux qui gèrent le portefeuille des actions publiques. Mais effectivement, c'est des gens qui tournent, etc. Et s'il faut discuter des questions spécifiques à l'aéronautique, généralement, c'est pas un dialogue très équilibré avec les gens de Dassault qui sont là depuis 40 ans. Quoi. Absolument. Quand vous aviez Charles Edelstenne et puis un débutant de l'APE très respectable en face, enfin, le rapport de force, il est écrit d'avance. Voilà. Et donc cette stabilité du capital, de la stratégie et de la gouvernance est quelque chose de très spécifique à Dassault Aviation qui en fait un animal assez unique en France et en Europe. Il y aurait 1000 émissions à faire sur Dassault et je pense qu'ils apprécieraient parce qu'ils sont très ouverts par culture. Non, mais justement, il y a une culture, ils ont une narration d'eux-mêmes, de la stabilité, il y a un culte du chef, un culte du PDG. Enfin bon, bref, Dassault est une boîte comme il en existe très très peu, notamment aujourd'hui. On pourrait trouver d'autres exemples plutôt au début du siècle et dans certaines industries métallurgiques, disons, de paternalisme, enfin de culture d'entreprises très particulières. Aujourd'hui, c'est un ovni complet dans le paysage des entreprises normales et même des entreprises de défense. Samuel, une toute petite incise, parce que je crois qu'on ne l'a pas évoqué ensemble pour l'instant, et dans cette catégorisation de cet espace politico-industriel, il me semble que c'est un point important, puisqu'on insiste un peu là sur Dassault, c'est le caractère familial de l'entreprise. Et il y en a d'autres en Europe, Rheinmetall par exemple en Allemagne. Et donc là, ça singularise aussi le groupe qui perdure dans le temps. Pour ce que vient de dire Vincent, je plus sois complètement. Vous savez, il y a cette expression, l'administration reste ou perdure, les ministres passent, voire trépassent, surtout en ce moment. C'est vrai
un acteur qui n'est pas un acteur bureaucratique, administratif, un acteur industriel privé, qui est Dassault Aviation. Et dans l'audition du président Trappier à l'Assemblée nationale d'il y a 10 jours, je pense maintenant... On enregistre ça début octobre. Donc et qui a suscité beaucoup de réactions. Évidemment, c'est un parfait cas d'étude, pour moi le prof, de ce rapport de force que Vincent évoquait entre eh bien, des parlementaires qui souvent sont là pour un mandat, pour les plus compétents ou chanceux un petit peu plus, 10, 15 ans au maximum, alors que là, on est sur une temporalité extrêmement longue et qui doit être corrélée à ce que l'on rappelait tout à l'heure, à savoir la temporalité longue des programmes d'armement, et que ces processus décisionnels, c'est pas un coup, une prise de décision à un instant T qui peut être mise en œuvre quasiment instantanément, mais on le voit à nouveau avec le SCAF. L'ensemble, je crois, des observateurs maintenant, au-delà des acteurs eux-mêmes, peuvent s'entendre sur le fait que on n'en est pas encore au stade où l'on pourrait dire too big to fail, de cette dépendance au sentier que l'on évoquait tout à l'heure, pas nécessairement à l'échelle des programmes, mais aussi des entreprises elles-mêmes. Mais enfin, il y aura tout un truc à dire sur la manière dont les PDG de Dassault, notamment Éric Trappier, parlent à tout le monde. Mais là, c'était pour un groupe qui ne vit que de la commande publique. Enfin, je veux dire, faut le rappeler, Dassault Aviation, certes, c'est capitaux privés, enfin, c'est l'État qui leur achète, et certes, ils vendent à l'étranger, mais on peut pas dire que l'État les aide pas à vendre à l'étranger, donc il y a un truc de dépendance. Et eux, ils ont décidé que c'était pas ça le rapport de force, que le rapport de force, ce serait eux qui décidaient, et fonctionnellement, ils ont raison, puisque ça marche, puisque ils font des coups de pression non-stop. Enfin, on pourrait parler de l'étude IFRI sur la supériorité aérienne qui a fait beaucoup de remous. Enfin, il y a une capacité de Dassault Aviation à mettre des coups de pression qui est, là on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est quand même le point ultime de cette relation de l'État à un certain nombre d'acteurs patrimoniaux hérités qui, mine de rien, n'est pas toujours à l'avantage de l'État sur tous les plans, parce que c'est un rapport de force qui peut être extrêmement inconfortable quand ce sont des acteurs qui ont une rente, une pure rente. Alors évidemment, c'est conditionné au fait qu'ils fassent pas n'importe quoi et que leurs produits soient bien. Ce qui est le cas de Dassault, c'est très bien le Rafale, il n'y a pas de souci sur la qualité. Mais le fait est que dans la négociation et dans la relation publique-privée, c'est pas toujours très confortable pour une puissance publique qui pourtant abonde énormément et fait la valeur de ces entreprises. Vincent. Là, l'audition évoquée par Samuel était extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi j'ai regardé, c'était vraiment extraordinaire parce que, grosso modo, que disait Éric Trappier ? Il disait « Je suis en train de me faire mettre dehors du SCAF par les Allemands. Les Allemands sont soutenus par le Bundestag tous les jours, du lobbying politique, et vous, je ne peux pas compter sur vous. » Et il l'a dit avec une communication non verbale d'une violence. Enfin, il faut voir, il faut vraiment voir la vidéo pour se rendre compte. Ça dure quelques minutes. Je ne suis pas contre le projet. Je l'ai redit hier à la presse. Mais quand même, quand l'Allemagne vous dit on va exclure les Français, ça vous fait rien. Vous, les politiques français, l'Allemagne va exclure les Français d'un projet de développement d'avions de combat. Tout ça parce que Dassault dit qu'il aimerait quand même avoir les clés pour piloter. C'est bizarre que vous ne réagissiez pas et que je sois le seul à réagir. Donc c'est effectivement un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que les Allemands, je les connais, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est le Bundestag qui pilote. Et le Bundestag, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que son industriel qu'il voit tous les jours ait plus de travail que l'autre. La compétence, savoir si l'avion va être efficace et tout, pas son sujet. Hein. Croyez-moi, c'est pas son sujet. Donc, il faut juste faire un poids et un contrepoids. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un pilotage d'un projet. Derrière, vous avez des militaires qui utiliseront ces matériels dans 15 ans, 20 ans. Il faudra, d'une certaine manière... Donc, honnêtement, hein, si c'était uniquement gagner de l'argent, je prendrais le budget et je ferais le travail à minima. Et je ne suis pas comme ça. Donc... Non, oui, c'est un coup de gueule. C'est une négociation, peut-être. Certains peuvent penser que c'est une négociation. Ben, c'est le rapport de force. C'est comme dans tous les sujets. Malheureusement, aujourd'hui, si vous ne créez pas le rapport de force, vous n'obtenez pas le résultat. C'est toute négociation et là-dessus. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non.
Et c'est vrai qu'en fait, il a sorti un bâton à clous, il a rossé les députés, quoi, qui étaient totalement groggy et aucun n'a répondu. Il leur a dit, grosso modo, vous servez à rien. C'est ça qu'il leur a dit. En effet, non-verbal et verbal, parce qu'il y a quand même... Alors, il y a du verbal. Vous ne servez à rien. Je suis tout seul pour défendre les intérêts de la France. Où êtes-vous quand on vous appelle, quand vous devez défendre le Made in France et les intérêts français, etc. C'est une grande violence. Avec un truc de j'ai fait plus pour la grandeur de la France. Enfin, mais c'est très... Enfin bon, après, il y aurait un truc à dire sur le fait que Dassault, c'est aussi le Figaro, ce qui n'est pas totalement neutre dans le dialogue avec des acteurs politiques. Vous me direz, c'est pas le seul capitaine d'industrie qui investit dans les médias et qui s'en sert pour avoir des moyens de pression, mais le fait est qu'il y a une disposition de cet acteur-là de manière extrêmement autoritaire à l'intérieur du paysage français. Bon, on va peut-être... Oui, juste un point là sur les sources, si je puis dire, du chiffre d'affaires de Dassault et qui peut expliquer aussi pour partie pour le moins la confiance du président Trappier, en particulier dans une arène parlementaire comme celle que l'on vient de rappeler. C'est qu'une partie significative de mémoire majoritaire du groupe est réalisée par les Falcon, par les produits commerciaux civils du groupe, et c'est souvent d'ailleurs un argument des responsables de Dassault pour dire mais nous sommes au service de la France, au service de la stratégie de la politique étrangère et commerciale, de commerce extérieur de l'État français, puisque nous, quand le PDG Trappier est vraiment agacé, il va jusqu'à dire en gros on pourrait quasiment faire 100. Donc là-dessus il y a aussi ce rappel que un certain nombre de ces entreprises dont on parle depuis tout à l'heure, avec des exceptions notables, ont aussi un chiffre d'affaires dont la proportion de production d'équipements militaires varie significativement, pardonnez-moi. Ça va de quasiment 100% pour Nexter de production militaire à de mémoire 20 ou 25% pour Airbus, et on est sur un équilibre quasi parfait depuis un certain nombre d'années, je crois, 50-50 pour une entreprise comme Thales. Donc c'est vrai que ça fait quand même une structuration, disons, de leurs activités industrielles qui peut aussi expliquer certaines prises de position. Il n'en demeure pas moins que ces liens demeurent forts, et c'est ce que j'appelais en sociologie historique une configuration amalgamée des acteurs. Il y a des interdépendances à nouveau extrêmement fortes à l'échelle des entreprises, l'État et des acteurs individuels. Oui, et puis autant c'était un argument qui était peut-être valable dans les années 2000, autant vu la hausse tendancielle des budgets d'armement, je suis pas sûr que qui que ce soit ait envie de se retirer de la défense en ce moment. Pour finir sur Dassault, en fait, effectivement, pendant très longtemps, c'est les Falcon qui leur ont permis de survivre quand le Rafale se vendait bas. Ça c'est factuel, c'est tout à fait vrai. Là, les Falcon vont moins bien, le Rafale va très bien. Ce qui les protège à nouveau d'un très gros interventionnisme de l'État, c'est qu'en fait, l'essentiel des ventes de Rafale se fait à l'export, en fait. Et donc, si vous faites les ventes de Falcon qui ne doivent rien à l'État et les ventes export qui rendent quelque part le groupe Dassault Aviation de moins en moins dépendant de la commande étatique française, même si pour le développement du futur avion, là, il y a une dépendance assez totale, vous comprenez mieux la liberté de ton et de parole du PDG de Dassault, voilà, qui en plus a une étiquette de patron de lui-même, voilà, au-delà donc de l'armement, d'une des divisions les plus fortes du MEDEF, qui lui donne un poids qui est assez unique dans le paysage business français. Voilà. Alors ça, c'est le paysage business français et américain, et maintenant il s'agit de dire des choses sur ces nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis des années. Alors, je dis, on va parler d'Anduril, parce qu'Anduril, c'est vraiment captivant comme une vague, et une vague qui a une secousse qui a plein de répliques aussi, parce que ça crée, ça ouvre des brèches et ça crée de nouvelles choses. Mais on peut peut-être dire quelque chose d'un groupe qui l'a précédé, à plein d'égards, c'est Palantir. Alors Palantir déjà il y a toujours un problème avec ces noms du Seigneur des Anneaux qui sont vraiment à minima des contresens sur ce que Tolkien voulait dire, peu importe. Palantir qui est créé globalement par Peter Thiel, donc c'est la mafia dont était aussi Elon Musk, dont était aussi le patron de LinkedIn, etc. Enfin bon, Peter Thiel qui réinvestit dans plein d'entreprises, qui crée un truc au début des années 2000, donc Palantir, qui est une entreprise qui peut être aussi qui est duale de fait, parce que l'idée à la base c'était quand même de traquer
des irrégularités bancaires, me semble-t-il, avec des algorithmes. Et en fait, ils ont commencé à se dire « Ah, mais si on appliquait ça d'abord pour traquer le pognon des terroristes, et puis ensuite, si on développait des outils pour traquer les terroristes tout court, et ensuite implémenter tout ça. » Mais donc ça, c'est le secteur d'activité, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est la manière dont ils se sont insérés. Alors Palantir, encore, c'était un peu différent, parce que c'était un domaine qui était en construction, même s'il y avait déjà des acteurs majeurs. Mais il y a quand même un truc de ce nouvel acteur qui vient de la Silicon Valley, qui n'est pas exactement le point d'équilibre géographique des Big Five, traditionnellement, et qui commence à se tailler des croupières aux Big Five qui se lancent un peu sur le secteur, mais pas trop, avec un truc très complexe aussi de obtenir les relais suffisants dans la sphère publique pour se faire accepter, parce qu'il y a il y a un enjeu énorme de comment se faire accepter et sortir de ces liens de dépendance, vassalisation presque, entre décideurs publics et acteurs privés de l'armement. Vincent ? Ce qui est intéressant avec Palantir, c'est qu'effectivement, ils sont arrivés dans le secteur défense par des chemins de traverse. Palantir, au début, est un groupe, à la fin des années 2000, qui est monoclient. Son premier client, c'est la CIA. Il a été créé pour servir les besoins de la CIA, et la CIA va rester son premier client et son seul client pendant 4-5 ans. On peut dire, d'ailleurs, la CIA, c'est très... Enfin bon, là, ça devient un peu geek du capitalisme américain, mais en fait, la CIA a un fonds d'investissement, de venture capital, c'est-à-dire d'investir dans des entreprises, etc., de prendre des parts. J'ai oublié son nom. In-Q-Tel. Voilà, In-Q-Tel. Et c'est l'un des tout premiers investisseurs de Palantir. Il y a Peter Thiel qui lâche, je sais plus, 20 ou 30 millions. Et ensuite, c'est vraiment la CIA qui investit, mais d'un point de vue capitalistique, pour ensuite devenir client, quoi. Donc, il rentre par la CIA avec une promesse qui est une promesse d'entreprise de logiciel. Pas du tout d'industriel de l'armement. Logiciel. Et alors, que permettait Palantir à l'époque ? C'était l'analyse big data, c'est-à-dire fusionner des bases de données de types différents qui étaient impossibles de faire parler entre elles auparavant, avec des outils extrêmement puissants d'analyse qui rendent ces bases de données comparables et qui permettent de rechercher des petites bêtes dans des flux énormes de données. C'est ça, en fait, la promesse Palantir au départ, qui plaît à la CIA. La CIA le finance. Et puis, peu à peu, Palantir, assez vite, va devenir dual. C'est-à-dire qu'après la CIA, plutôt que de viser tout de suite le marché de la défense, qui est encore un peu fermé à l'époque, ils visent les grosses entreprises. Ils vont séduire Airbus, qui reste un des plus gros clients commerciaux de Palantir, sur le développement d'avions. Ils vont séduire Ferrari, ils vont séduire un groupe français comme Sanofi. À l'époque, ça fait pas mal de barouf dans la presse, parce que Palantir est considéré comme un acteur qui sent un petit peu le soufre, qui bosse pour sécuriser des villes aux États-Unis. Certains se demandent si finalement c'est pas aussi mettre le doigt sur certaines communautés, etc. Si c'est pas un peu la boîte Big Brother qui est en train de prendre, voilà. On peut dire c'était complètement l'image qu'il y avait. Ça a fait pour le coup des baroufs énormes quand on a appris que l'État français allait acheter des produits Palantir, allait devenir client de Palantir, parce que c'était vraiment société de surveillance. C'était pas Palantir, c'était Sauron directement. C'était bon, d'ailleurs c'est pour ça que leur métaphore elle est un peu problématique, parce que c'est ça le Palantir. Enfin, c'est Sauron qui peut regarder à travers un outil de communication. Bref. Et voilà, donc c'était une image quand même extrêmement négatif qui ne s'est retourné, on peut le dire, que en 2022 avec la guerre en Ukraine. Jusque-là, c'était des méchants. Absolument. Et d'ailleurs, quand la DGSI passe son contrat, il y a d'énormes débats à l'Assemblée nationale, d'énormes débats dans le petit microcosme de la souveraineté française, en disant mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ouvrez vos bases de données à un groupe qui n'est pas acceptable en France. Voilà. Et c'est quelque chose qu'ils ont eu beaucoup de mal à gérer. Voilà. Mais en fait, leur arrivée dans la défense, effectivement, a connu un coup d'accélérateur avec l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Maintenant, alors... on peut dire, on avait fait une émission avec Jonathan Guiffard, etc., mais il y avait déjà plein de groupes américains qui aidaient les Ukrainiens un peu en amont, et surtout beaucoup qui ont lâché énormément après, en donnant gratuitement, en s'en servant comme de thèse, de démonstrateurs, etc. Et c'était connu que si vous alliez dans un hôtel de Kiev il y a quelques mois, c'est peut-être encore le cas, vous aviez quand même beaucoup de chances de trouver des commerciaux de Palantir quelque part, parce que en fait, ils passaient quand même beaucoup de temps là-bas à tester leur matériel, à les donner, à les fournir, etc. Mais bon, ça a été un renversement d'image, mais ça a aussi été un vrai outil de développement, quoi. Absolument. Et le décollage a été vraiment spectaculaire. Je regardais la capitalisation boursière de Palantir hier. On était à quasiment 440 milliards de dollars. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est Raytheon, RTX, plus Lockheed, plus Boeing.
Je ne sais pas si on se rend compte pour une boîte qui prévoit 4 milliards de dollars, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus monstrueux, de chiffre d'affaires en 2025. Donc en fait, on voit que l'Ukraine a été un accélérateur absolument hallucinant pour Palantir. Alors, est-ce qu'il y a une bulle ou pas ? Moi, je pense quand même que quand on a un multiple au niveau de la centaine entre le chiffre d'affaires et la capitalisation, il y a peut-être un problème à un moment. Mais après tout, le business américain marche comme ça. Et du coup, maintenant, ils sont très légitimes sur la défense. Ils ont gagné des contrats assez importants sur des systèmes de contrôle et de commandement aux États-Unis. On ne sait pas exactement quelle part de leur chiffre d'affaires est réalisée dans la défense, mais on peut supposer que c'est entre 30 et 50%. Donc voilà, Palantir est arrivé, il a mis le temps, mais comme un acteur très important de la défense. La différence avec Anduril, c'est que Anduril, lui, s'est lancé directement avec la promesse défense. Et même si c'est la même mafia à l'origine, puisque Peter Thiel est aussi un investisseur dès le départ d'Anduril, c'est la grosse différence entre ces deux entreprises, c'est qu'une est allée par un chemin un peu plus direct que l'autre. Samuel ? Concernant les nouveaux acteurs, peut-être pour compléter ce que vient de dire Vincent, on peut se référer entre autres à une grille d'analyse qui nous est proposée par nos collègues de la chaire économie de défense de l'IHEDN, Julien Malizard et Jocelyn Droff. Qui était à ce micro il n'y a pas si longtemps pour parler pour un autre tête chercheuse d'ailleurs sur quoi c'était comment calculer les coûts. Enfin bon, ouais, peu importe. Allez-y. Et qui propose une hypothèse de travail en proposant, disons, deux idéotypes de marché. Le marché traditionnel et donc les acteurs insider, usual suspect dont on a longuement parlé jusqu'à présent. Et puis les acteurs émergents, les nouveaux acteurs, en lien avec un marché, un espace économique industriel qui se développerait, qui aurait émergé, qui se développerait. Et le distinguo qu'ils font, je trouve, est stimulant, puisque ils insistent sur le fait que ces nouveaux acteurs de l'armement, ces acteurs émergents, ils se concentrent plutôt sur l'Europe, seraient caractérisés par le fait que ces marchés auraient une régulation par les prix. Donc c'est plutôt une approche commerciale plus classique, relevant de marchés commerciaux, civils et pas les singularités militaires que l'on a rappelées au début de l'émission. Des faibles barrières à l'entrée, à l'inverse de ma métaphore de la Fashion Week ou de la Jet Set, donc plus d'acteurs. Des acteurs qui viennent plutôt, et vous l'évoquiez Alexandre, alors de la Silicon Valley pour les États-Unis, mais de ce monde économique non défense, non militaire a priori, et donc avec potentiellement une concurrence aussi plus forte, des produits qui relèvent en effet de l'intelligence artificielle, du cyber, des drones. On peut citer des boîtes en France comme Turgis et Gaillard avec Larrock ou Delair. Et Jocelyn Droff et Julien Malizard insistent sur un autre élément que j'ai trouvé intéressant dans cet essai de catégorisation, qui est la durée de courte vie. La courte durée de vie de ces produits par rapport aux acteurs dominants, mainstream, traditionnels, qui, évidemment, quand on pense à un char d'assaut, quand on pense à un avion de combat, ou même à des missiles, c'est fait pour durer. C'est pas un drone dans le ciel ukrainien pour se défendre, pour parfois la durée de vie du gouvernement Le Cornu. Donc à ce niveau-là, je trouvais intéressant que ça puisse nous aider à essayer de cartographier et de catégoriser ces deux types de marchés et d'acteurs. C'est hyper intéressant parce que là, vous avez un peu fait le portrait robot d'Anduril, qui est une boîte fascinante Bon, reprenons. Donc Anduril, 2017, ça n'existe pas avant. C'est donc Palmer Luckey, qui est ce mec à la barbichette, aux cheveux longs et aux chemises hawaïennes, qui avait inventé donc l'Oculus, ce truc qu'il a vendu à Facebook, pour 2 milliards. Il avait 21 ans. Et ensuite, il s'est fait virer de Facebook en 2016 parce qu'il a donné de l'argent à un groupe anti-Hillary Clinton. Il lance en 2017 cette boîte qui on peut pas dire autrement que c'est météorique, quoi. Ce développement
très dépendant, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un soutien de Trump, et c'est très dépendant de soutien de l'administration de Trump, parce que on va parler de plein de leurs produits, mais ils font aussi notamment des systèmes de surveillance de la frontière sud des États-Unis, et c'est là-dessus qu'ils ont fait beaucoup de leur cash au début. Mais en tout cas, il y a voilà un acteur purement privé qui dit, mais un peu comme Uber, un peu comme d'autres acteurs, de dire voilà un marché qui marche pas, des acteurs, des process qui sont un peu absurdes. Enfin, tant mieux pour eux, ils en vivent très bien, mais il y a quand même moyen de faire un marché un peu plus normal avec ça. On va lancer ça et surtout, et je vais vous laisser le caractériser, Vincent, mais ce qui est hyper intéressant, c'est justement de ne pas vouloir faire des programmes pilotés par la puissance publique, de dire ce que vous disiez par la régulation par les prix, c'est de dire en fait on s'est levé du pognon, hein, ça il n'y a pas de doute. Du coup on va développer nos trucs et après on vous les vendra. Et vous les achèterez au prix du marché, vous n'allez pas vous embarquer dans des programmes de 30 ans qui plantent 4 fois comme le F-35. Voilà, on va vous faire des trucs. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que ça marche pas sur les mêmes secteurs. Ils veulent faire des drones, des trucs hyper consommables, etc. Leur missile Barracuda, ils disent il y a 10 pièces dedans, c'est facile à monter comme un meuble Ikea. Donc c'est pas exactement les mêmes secteurs. Mais en tout cas ils disent ça vous pouvez l'acheter, vous pouvez avec du pognon, on vous en fait beaucoup. Et vous n'êtes pas pris dans vos galères de programmes type F-35 ils sont bien aidés, ou Zumwalt, enfin bon, qui est la plus grosse galère que puisse imaginer la puissance publique. Vincent. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'inversion totale de la façon de gérer un programme. Aux États-Unis comme en France. Bon, prenons la France. En France, un grand programme, depuis la création de la DGA en 61, notamment pour les programmes de dissuasion, et c'est ce qui a été structurant pour la DGA et pour sa façon de gérer des gros programmes, c'est une expression de besoin, souvent par les armées, traduite par la Direction Générale de l'Armement, qui en fait une espèce d'ensemble de spécifications qui fait souvent des milliers de pages, qui est transmis à un industriel qui est sélectionné et qui après est chargé de développer l'engin sur fonds publics en général, avec très peu d'autofinancement, et de le livrer aux forces le plus rapidement possible, et souvent moins rapidement qu'espéré. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Anduril arrive, lève beaucoup d'argent, embauche ce qui veut être les meilleurs en termes à la fois logiciels, donc tous les data scientists, spécialistes IA, etc., développe des produits là où il estime qu'il y a des trous qui sont mal servis par l'oligopole actuel, les propose à la puissance publique américaine. C'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que là, c'est de l'autofinancement. On arrive avec quelque chose qui a été testé, qui marche. C'est peut-être pas tout à fait parfait, mais on va l'améliorer avec vous, US Air Force, Marines, US Navy. Essayez-les, embarquez-les sur vos bateaux, dites-nous comment ça va, et on fera de l'incrémental et on va les améliorer. C'est une façon totalement différente de faire de l'innovation et de faire du développement de programme. Ça nécessite de lever beaucoup d'argent. Parce qu'un programme militaire, même pour développer un missile de croisière low cost, ça coûte quand même assez cher. Donc en fait, le point discriminant de ces nouveaux acteurs, c'est que s'ils veulent être efficaces, s'ils veulent s'imposer comme Anduril est en train de s'imposer face à un oligopole extrêmement puissant, il faut qu'ils aient de l'argent. Et c'est la limite en fait de toutes les idées et les boîtes françaises, c'est que pour l'instant, à l'inverse, des boîtes américaines comme Anduril, comme Shield AI, dont on n'a pas parlé, mais qui est un petit peu un autre Anduril un peu moins connu, de boîtes d'origine allemande comme Helsing, qui a réussi à lever énormément d'argent, aucun des nouveaux acteurs français, Turgis et Gaillard, EOS, Delair, etc., n'a réussi ces levées de fonds à 100 millions d'euros, 500 millions d'euros. Là, Anduril, c'était 1,4 milliard en juin 2025. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement structurant dans leur façon de travailler, c'est qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut des talents, il faut une capacité d'aller très très vite, il faut une capacité de tester. Donc en fait, tout ça nécessite de l'argent, et on ne peut pas, malgré les meilleures idées du monde, inverser totalement la façon de penser DGA, industrie d'armement, etc., s'il n'y a pas cet argent essentiellement privé qui arrive dans les poches des startups et des nouveaux acteurs au départ. Peut-être une note de bas de page là-dessus. J'ai toujours dans un coin de ma tête mes étudiantes et étudiants. Alors, à quelques exceptions près, j'enseigne pas en école d'ingénieur.
Mais je me disais, en fait, en écoutant Vincent, à court et plutôt moyen et long terme, je serais curieux d'observer dans les années à venir qu'est-ce que feront les jeunes ingénieurs de l'X et les ingénieurs de l'armement et autres. Est-ce qu'ils vont pas à la DGA? Évidemment, et ensuite, est-ce qu'ils continueront, est-ce qu'ils préféreront continuer leur carrière professionnelle dans les grands groupes, les Big Nine évoqués par Vincent tout à l'heure, ou est-ce qu'il y aura une sorte de légitimation par le bas de ces nouveaux entrants individuels, des brillants jeunes ingénieurs qui pourraient, s'il y a les levées de fonds, s'il y a les conditions, mais on voit le succès et la place que prend un acteur comme Mistral ces derniers temps, et je serais intéressé d'observer et de voir si aussi ces nouveaux entrants individuels vont confirmer, légitimer les nouveaux entrants industriels institutionnels. Mais il y a un phénomène culturel qui est fondamental et qui est incontournable, qui est la grammaire complètement changée qu'ont ces nouveaux acteurs. Enfin, je veux dire, les Big Nine, bon, peu importe, c'est quand même très costard, coupe anglaise et cravate bien ajustée et pochette dans le blazer, quoi. Suffit de regarder un truc en Duril, ils sont tous en pull ou en t-shirt, c'est un esprit start-up, une culture start-up. En Duril, je recommande d'aller voir le clip qu'ils ont fait pour le Barracuda, le missile Barracuda. C'est un animé, ils ont fait un animé, un dessin animé japonais, quoi, où ils montrent la chaîne de production du Barracuda. C'est fascinant, c'est incroyable, et c'est une grammaire totalement différente de communication. Vraiment, je recommande d'aller sur le site d'Enduril. Les trucs sont hyper beaux, ils sont hyper cool. Je défie de trouver, oui, il y a certains acteurs traditionnels qui ont fait un effort là-dessus, mais en vérité pas tant que ça. Et on pourrait on peut faire un poème de la communication des groupes de défense francophones, parce qu'il y en a quasiment pas, à des rares exceptions près, mais Palmer Luckey, il est dans tous les podcasts de Bose du monde. Ils ont une image, alors certes fasciste cool, quoi, enfin parce que c'est quand même des grands soutiens de Donald Trump, etc. Mais c'est quand même cette brosphère des jeunes gens un peu masculins, etc. Mais il est très hégémonique et il est reconnu comme une figure très dominante, un peu comme Elon Musk d'ailleurs. Même si Elon Musk c'est devenu plus compliqué au sein de cette sphère, il est cool. Si on avait dit que le PDG d'une entreprise de défense qui fait des drones, etc., allait devenir cool, si on nous avait dit ça il y a 10 ans, alors Trappier a des côtés cool parce qu'il est drôle, mais bon, c'est quand même pas exactement la même chose. La grande force d'Enduril, c'est qu'ils ont une promesse très simple. En fait, Enduril dit « Moi, je suis là pour armer les États-Unis, pour gagner la guerre avec la Chine. » Voilà. Ça, c'est ma mission. Troupes chinoises dans leur clip, ce qui est d'une confrontation qui est quand même... Voilà. Donc, on parle souvent des mantras, des slogans que doivent avoir les entreprises, des raisons d'être, on appelle ça en France. Voilà. Eux, leur raison d'être, elle est extrêmement claire. Donc, en fait, ça, c'est une vraie force. C'est remuscler l'arsenal américain pour battre les Chinois s'il y a une guerre à Taïwan ou autre chose. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, on va pouvoir aussi aider les alliés. Notamment européens, c'est ce qui explique leur offensive en cours en Europe, où ils sont extrêmement ambitieux et assez agressifs, notamment en entrant par l'Allemagne, on pourra peut-être en reparler. Mais la force d'Enduril, c'est qu'en fait, ils ont donc cette raison d'être extrêmement claire, et ils ont un positionnement qui en a inspiré d'autres, qui est que plutôt que de choisir entre être un acteur de l'intelligence artificielle et du logiciel, comme Palantir, ou essentiellement un industriel qui fait de la tôle, des cartes électroniques, comme Lockheed Martin, comme Northrop Grumman, etc., ils ont choisi d'être les deux. Voilà. Et parce qu'ils sont persuadés, et je pense qu'ils ont raison, que pour optimiser quelque chose de consommable, d'efficace et de pas cher, il faut maîtriser les deux. Voilà. Et ça économise évidemment la marge des sous-traitants, puisque c'est comme SpaceX, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne. Par exemple, ils ont internalisé leur moteur de missile. Ils ont racheté une boîte et les moteurs du missile Barracuda seront faits par Enduril. Donc,
c'est très important pour eux d'être sur ces deux jambes. Et d'ailleurs, ça a inspiré un groupe comme Helsing, qui à l'origine, Helsing, donc c'est un groupe qui a été lancé en Allemagne et qui est assez présent en France et au Royaume-Uni aussi, qui était un groupe d'intelligence artificielle qui disait « Moi, je vais intégrer mon intelligence artificielle sur vos équipements pour les augmenter ». Donc des missiles, des canons César, des pods de reconnaissance, etc. Ils se sont rendus compte que ça les rendait dépendants de la volonté de tel ou tel de leur ouvrir ou pas les portes de leurs équipements. Et puis la BITD européenne n'est pas totalement stupide. Et elle leur a dit « Vous êtes gentils, mais vous repasserez ». Et donc, ils ont pivoté de façon assez discrète et assez maligne en disant « Maintenant, je vais faire à la fois la dimension IA et la dimension hardware, la dimension, je vais faire des missiles, je vais faire des drones. » Ils ont présenté là, fin septembre, un drone de combat collaboratif dans le sud de l'Allemagne qu'ils ont développé en rachetant un avionneur qui s'appelle Grob. Voilà. Donc on voit bien que le modèle Anduril est en train quelque part d'être répliqué en Europe et je pense que c'est que le début. En plus, Helsing fait toute une opération, ils ont bien raison en disant on enfile à l'Ukraine, ça fait longtemps qu'on enfile à l'Ukraine, on a un bureau à Kiev, etc. Enfin bon, Helsing, c'est hyper intéressant parce que c'est la coalescence de ce truc-là de software by design, enfin, c'est-à-dire on part du software, ce qui est très dans l'identité des startups de la Silicon Valley, et ensuite on se développe vers d'autres choses, avec en plus, ils ont compris le tampon combat proven in Ukraine, que c'était ça qui fait ça. Et voilà, Helsing, ils ont fait 400 millions de levée de fonds il y a pas très longtemps. Ça commence à être pas mal du tout. Valorisation 12 milliards. Enfin, c'est quelque chose d'assez unique en Europe et qui prouve que ce dont on pouvait douter, que le modèle Anduril peut être réplicable en Europe. Malheureusement pour nous Français, ça n'a pas été prouvé que c'était réplicable en France. Samuel ? Oui, pour prolonger cette analyse comparative des deux côtés de l'Atlantique, il y a une autre référence que je voulais partager avec vous d'une note qui a été publiée l'année dernière par Lucie Béraud-Sudreau, juste avant qu'elle rentre à l'Agence européenne de défense, et qui compare l'investissement et donc l'intégration d'une certaine manière de ces groupes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et en gros, la bottom line, la conclusion, c'est de dire les Européens sont pas out. Et il y a un des trois groupes qui est intervenu dans ce contexte-là, qui vient d'être cité, Helsing, mais comme souvent, il y en a beaucoup plus qui sont américains. Elle évoque qu'il y a près d'une vingtaine de groupes de ces nouveaux acteurs de l'armement américain qui sont intervenus auprès de Kiev, là où il y en a que trois en Europe. Et elle ajoute une autre de ces observations, c'est que ces acteurs européens en Europe ne relèvent pas de coopération européenne. Et il me semble que, en tout cas, c'est un point sur lequel on peut s'interroger, au moins, c'est que cette BITDE, cette fragmentation qui perdure, même dans le contexte post-2022, eh ben, on a l'impression, ce qui peut être un peu contre-intuitif, que pour ces nouveaux acteurs qui sont encore plus market-driven, régulation par les prix, etc., eh bien, jusqu'à preuve du contraire, ils s'européanisent pas plus. C'est difficile de construire des champions européens, pour le dire autrement, de ces nouveaux acteurs de l'armement en Europe. Avec un truc un peu intéressant aussi, c'est qu'il faudrait regarder un peu dans le détail d'où viennent les capitaux, parce que quand ils font des levées de fonds, alors c'est un truc qui est connu, que ça fait des décennies que notamment tous les groupes moyens ont des fonds américains, parce que qui fait du venture capital en Europe, c'est essentiellement les Américains, parce que le secteur de la défense, pour les financiers, depuis très longtemps, c'est sale, c'est mauvais, faut pas y toucher, etc. Donc, quand les groupes ont besoin de se financer, traditionnellement, ils allaient chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est une question qui se pose encore à l'heure actuelle pour savoir, bon, qui peut se financer sans être dépendant des Américains, ce qui, géopolitiquement, pose quand même vaguement des problèmes. Donc, on en arrive à cette question-là en gros, quelles sont les répliques ? Donc, il y a Helsing, dont on a dit que c'était un modèle intéressant, parce que ils ont un ancrage allemand, faudrait regarder leur capitalisation, mais bon, voilà, ils auront un ancrage européen et ils ont compris un certain nombre de codes et de ressorts d'un type Anduril. Voilà, qui
qui réussit à se placer ou qui, du moins, est en train de se placer là-dessus? Et deuxième question, parce qu'elle est intimement dépendante, c'est est-ce que la DGA est prête à passer des contrats avec ce genre de... Alors, la réponse est oui. En tout cas, ils sont prêts à discuter, ils sont prêts à entrer en négociation. C'est des entreprises qui parfois passent directement par les unités pour tester des choses, et c'est sans doute la très bonne manière de faire. Mais se pose quand même la question de ce truc de revolving doors, c'est des mecs qui ont tous fait Polytechnique ensemble, globalement, qui sont dans la Big Nine et qui sont à la DGA, un milieu très symbiotique dont on a parlé. À quel point est-ce qu'il y a une ouverture de la puissance publique et donc des acheteurs pour, dans un pays comme la France, qui est un peu particulier, pour s'ouvrir vers ce type d'acteurs? Vincent. Alors, deux réponses. Alors, Helsing donne une réponse intéressante. Effectivement, il y a beaucoup de venture capitalistes américains dans le capital d'Helsing, mais le top départ a été donné par un Européen qui est Daniel Ek, qui est le patron de Spotify, qui a fait fortune dans Spotify et qui, 2 ou 3 fois, a remis au pot et a lancé Helsing au départ quasiment seul et a remis au pot lors des dernières levées de fonds. Ce qui montre que, aussi bien pour Anduril que pour Helsing, donc Anduril, tu l'as dit, Palmer Luckey a été déjà milliardaire avant de le lancer. C'est jamais mauvais d'avoir un milliardaire qui soit au capital ou soit le patron de la boîte. Ça, c'est le premier truc. Il y a un truc aussi à dire sur les milliardaires qui deviennent fascinés par les flingues, quoi. Parce que Palmer Luckey, c'est quand même un cas particulier. Le mec, maintenant, il achète, j'ai utilisé un article, maintenant, il achète des silos de missiles intercontinentaux nucléaires aux États-Unis. Il les possède, personne sait, qui sont évidemment décommissionnés. Personne ne sait ce qu'il en fait, mais il en possède. Il possède tous les flingues de la Terre. Ah bon, il y a un truc sur ces mecs en tongs de la Silicon Valley, ou Daniel Ek, c'est pas ça, mais bon, peu importe, qui sont quand même dans le civil et qui c'est pas exactement leur image, qui d'un coup deviennent quand même très intéressés par les questions de défense une fois qu'ils sont arrivés au sommet, quoi. Absolument. Mais pour la France, sur la question est-ce que la DGA est prête à jouer le jeu, moi j'ai une réponse assez claire. Dans le discours, oui. Dans le discours, Sébastien Lecornu, ministre des Armées pendant un petit bout de temps, et Emmanuel Kiva, le patron de la DGA, a dit « On attend de vous, acteurs hors des Big Nine qu'on a évoqués, de l'autofinancement, faites-vous de l'argent dans le dual en ayant aussi une activité commerciale, faites des prototypes, lancez des produits, et on sera au rendez-vous pour vous passer commande. » Ça, c'est le discours. Quand moi, je regarde la réalité, c'est un peu mon métier. Je regarde la réalité, elles sont où les commandes? Elles sont où les commandes à Turgis et Gaillard? Turgis et Gaillard, c'est un acteur très intéressant. Ouais, Turgis et Gaillard, c'est à la fois une boîte familiale mom and pop et qui maintenant ça a adopté des codes start-up, donc c'est un peu un acteur très intéressant, une dissonance cognitive, quoi. Qui était un sous-traitant de Dassault, qui était un industriel qui s'est construit par acquisition successive de petites usines, y compris dans des endroits un peu paumés en France, etc. Mais qui a eu depuis le début la volonté de faire un drone mâle pour la France. Voilà. C'était leur grand projet qu'ils n'ont pas publié pendant donc très longtemps. Moyenne altitude, longue endurance, voilà. Un équivalent Reaper. Ce qui a donné donc la présentation au Salon du Bourget 2023 de leur drone Aroc qu'ils ont développé sur fonds propres. Voilà. Donc on peut se dire, Turgis et Gaillard développent le drone Aroc sur fonds propres, c'est une entreprise duale. Ils ont autofinancé, il n'y a pas eu un sou d'argent public dans l'Aroc au moment où ils ont présenté l'avion qui était quasiment prêt à voler. On pourrait imaginer qu'il y ait... pur et parfait de voilà un programme, l'Eurodrone, qui est dans l'ornière, dans lequel on réinjecte du pognon et tout le monde sait que ça ne va nulle part. On nous présente un truc sur étagère qu'on peut acheter pour pas trop cher. Ça paraît le cas d'école parfait de passer d'un modèle à l'autre. 2 ans après cette présentation, il y a eu le premier vol qui a été le premier vol piloté, parce qu'évidemment c'est plus facile de faire un vol de drone quand on est sous le contrôle de la DGAC avec un pilote dans un premier temps, puis après de droniser les commandes de vol. Mais il n'y a toujours pas eu de commande, il y a juste eu à la française quelques subventions, et puis il y a eu lancé au dernier Salon du Bourget, une espèce de compétition un peu improbable qui s'appelle Drone Mâle Low Cost, où l'Aroc est mis en concurrence avec d'autres projets. Donc en fait, on voit que d'un côté, on dit allez-y, autofinancez, on sera au rendez-vous, et que souvent, ils ne sont pas au rendez-vous. Deuxième exemple sur Turgis et Gaillard. Il faut avoir l'air insolide financièrement, parce qu'il faut être capable de... Turgis et Gaillard a mis entre 10 et 20 millions d'euros sur son drone. Ils font 80 millions de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si on se rend compte de l'effort d'autofinancement qu'ils ont fait. Ils mettent tout leur EBITDA dans ce projet. Je dis ces projets parce qu'il y en a un deuxième. Le cash flow qui arrive, quoi. Leur bénéfice. Le deuxième projet qu'ils ont présenté cette fois-ci au Salon de Bourget 2025, en juin dernier, c'était un HIMARS français qui s'appelle le Foudre. Bon, ils disent voilà, on a pris un camion.
On l'a adapté, on vous a fait un système HIMARS qui est capable... HIMARS, c'est donc un lance-roquette multiple, en sachant que les lance-roquettes multiples, on en a 6 et ils sont hors d'âge, donc il faut le remplacer. Et la question, c'est est-ce qu'on lance un programme européen ou est-ce qu'on trouve autre chose, quoi. Il y a une compétition entre Safran BDA d'un côté, Ariane Group Thales, mais bon, qui va mettre un peu de temps à sortir un produit. Là, Turgis et Gaillard arrive et dit « Mon produit, il est prêt, voulez-vous le tester ?» Donc Turgis et Gaillard dit « Laissez-moi tester mon produit à l'île du Levant, DGA essai de missile, dans le Var. » Voilà. Car en effet, à l'île du Levant, on ne trouve pas que des naturistes, mais aussi un très grand chantier. Mais aussi un très gros site de tests de missiles, très important pour la souveraineté française. Et là encore, 6 mois plus tard, je constate qu'il a été impossible de tester ce système par la DGA. Et donc je m'interroge parfois sur la crédibilité d'un discours qui dit d'un côté « je serai au rendez-vous » et puis finalement... des commandes qui ne sont pas passées et même des tests qui ne coûtent pas quand même grand-chose. On ne leur demande pas de forcément commander le système, mais de le tester avec les roquettes actuelles qui sont utilisées sur les LRU français, les lance-roquettes unitaires. C'est quand même pas le plus compliqué. Et on voit que même ça, on n'y arrive pas à le faire. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même, sinon une résistance au changement, du moins des pesanteurs qui font que cette accélération qu'on voit bien en Allemagne, qui a irrigué le tissu industriel allemand, et qui fait que le tissu industriel allemand est en train de devenir dominant en Europe, je ne sais pas si on s'en rend compte, n'a pas encore totalement irrigué le tissu industriel français et les décideurs étatiques, DGA en premier. Samuel ? Ouais, dans notre recherche de se dire d'où pourraient venir les game changers, quoi. Qui pourrait faire bouger les lignes industrielles et continuer notre parcours itinérant dans cet espace en mouvement. Peut-être qu'on peut donner un coup de projecteur sur un nouvel acteur, mais institutionnel, en fait, et à l'échelle européenne, qui est la DG Défi de la Commission européenne, donc une direction générale pour l'industrie de la défense et l'espace, donc sous l'autorité d'un commissaire, un certain Andrius Kubilius, et qui vise à essayer de faire émerger une politique industrielle coordonnée au sein de l'Union européenne. Et depuis, alors avant la guerre en Ukraine, mais ça s'est accéléré depuis 2022, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Alors celle qui avait été prise la plus importante au niveau budgétaire, c'est ce que l'on appelle le FED, le Fonds européen de défense. Et puis il y en a plusieurs actuellement qui sont en négociation. Ça, on peut rappeler que historiquement, donc l'Union européenne n'a aucun lien, n'a pas de fonction dans la défense, et que un moyen depuis quelques années, et notamment depuis 2022, qui a été trouvé, c'est de financer soit des programmes d'armement, ça fait un peu plus, c'est avec le Fonds européen de défense, et depuis de recompléter les stocks qui ont été donnés à l'Ukraine, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que quand même l'Union européenne n'achète pas d'armes par elle-même, et qu'il lui faut trouver des moyens un peu détournés pour favoriser, disons, cette activité de défense des pays membres. C'est très juste. En fait, l'idée, c'est de dire l'Union, et donc la Commission à proprement parler, n'a pas de compétences sur le volet sécurité, défense comme politique étrangère au sens strict. Les décisions sont prises à l'unanimité au Conseil européen, au Conseil des ministres de l'Union. Mais l'Union et la Commission a par contre beaucoup de prérogatives en ce qui concerne le marché intérieur. Et donc, en fait, en effet, ce chemin détourné, et qui n'est pas nouveau ou qui n'est pas spécifique vis-à-vis de nos affaires militaires, c'est de dire, on va mettre un pied dans la porte. Alors, le tout premier, c'était 2009, avec ce qu'on a appelé le paquet défense, 2 premières directives, donc des règles contraignantes pour dire aux États membres, vous utilisez à tort et à travers un article qui est maintenant le 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dit, en gros, on fait du protectionnisme national si ça touche à la sécurité nationale de l'État. La Commission a dit mezzo piano avec cet usage politique de cet instrument juridique. Et en effet, le FEDEF et ces derniers mois, le EDIP, qui est encore en négociation au Conseil, ou SAFE, qui était cet instrument alors qui prend une autre forme financière, puisque c'est un prêt, un emprunt en commun, et qui était la pierre angulaire de ce fameux plan Rearm Europe qui a été présenté par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, en mars dernier, juste pour
au-delà de cette avalanche d'acronymes communautaires, de dire qu'il y a ce nouvel acteur institutionnel qui tente de faire bouger des lignes à Bruxelles, qui s'appelle la DG Défi, qui compte finalement peu d'agents. Pour vous donner un ordre d'idée, il semble, des données qui me sont parvenues, il y a à peu près 300 agents à la DG Défi. Pour comparer avec une DG très puissante et beaucoup plus ancienne de la Commission comme la DG Concurrence, à la DG Concurrence, ils sont plus de 3 fois plus, ils sont presque 1000. Et c'est un acteur institutionnel qui est donc récent, donc qui, pour le dire autrement, qui peut être pour certains peu légitime, d'autant plus sur la chose militaire, et qui a été créé en 2019 et qui a tendance à conserver l'agenda, puisque la présidente von der Leyen considère que la chose militaire, ça doit aussi être sa chose, et qui garde ces questions stratégiques au sommet de l'agenda de l'Union. Ouais, 300, vous avez donné le chiffre tout à l'heure, 10 000 à la DGA, ce qui montre un décalage aussi, que ce truc-là passe encore à l'échelle nationale. Et c'est là que c'est intéressant, puisque pourquoi est-ce que ça ne passe pas et que ça n'avance pas? C'est aussi que les efforts de tous les Big Nine, tous les traditionnels, vont directement dans la DGA. Enfin, je veux dire, on le remarque ou on le remarque pas, mais par exemple, aucun de ces entreprises ne communique sur rien du tout. Enfin, parfois, ils font des articles de presse, ils font faire des visites à des journalistes, mais vous ne verrez jamais une pub, à part de temps en temps dans le collimateur, et c'est très rare, et il y a à peu près que Naval Group et Arcus pour l'instant. Mais sinon, mais c'est très intéressant parce qu'ils ne veulent communiquer qu'auprès de la DGA. C'est des groupes qui pensent que tout dépend de leur relation avec la direction générale de l'armement. Ils n'ont pas tort fonctionnellement, hein. Mais donc il y a une vraie volonté de faire, si ce n'est du lobbying, de l'influence auprès de ces acteurs et de maintenir cette équilibre. Alors effectivement, il peut y avoir des forces contraires qui peuvent court-circuiter ça, mais le fait est que tout le monde est encore sur un logiciel national de grands programmes et de cette relation acheteurs publics, puissance privée, enfin groupes privés qui peut être maintenu, et on n'est pas du tout encore passé dans un modèle différent. Si on y passe, ça va leur faire bizarre très vite, très fort à mon avis, mais pour l'instant, ça tient encore, quoi. Effectivement, parce que l'important, c'est quoi ? C'est qui passe commande. Effectivement, comme tu le disais, la DG Défi essaye de se donner un rôle de facilitateur, mais le plan CEF avec les 150 milliards d'euros empruntés et donc confiés aux États membres à due proportion de leurs demandes et de divers critères qui ne sont pas forcément très très clairs, à la fin, ce sera de la commande nationale qui sera faite parfois sur plusieurs États commandant au même industriel, mais c'est quand même le national qui garde le pilotage. Quelque chose qui se passe, par exemple, il y a un appel d'offres extrêmement important en ce moment en Allemagne. Les Allemands ont dit, moi, il me faut des drones de combat collaboratifs qui peuvent voler avec mes chasseurs pilotés d'ici à 2030. Cet appel d'offres, qui oppose donc Helsing, donc un groupe d'origine allemande, Airbus, qui est allié à un américain, Kratos, General Atomics, groupe américain, sera extrêmement important parce que donnera probablement le gagnant ou le favori de ce segment des drones de combat collaboratifs. À aucun moment, il y a un transfert de ce choix à l'échelon européen, en fait. C'est l'armée de l'air allemande, c'est le ministère de la Défense allemand qui choisira, et par ce choix, qui créera un acteur favori par rapport aux autres. Voilà. Donc, en fait, la commande publique nationale reste le juge de paix, en fait, pour toutes ces boîtes-là, y compris Anduril, y compris Helsing, etc. Et pour l'instant, l'Union européenne et la Commission européenne n'est pas parvenue à s'imposer comme un acteur, parce qu'elle ne peut pas acheter directement, qui peut contrebalancer ce poids des structures d'achat national. Oui, je partage tout à fait ce que vous disiez l'un et l'autre, à savoir que structurellement, les institutions, l'architecture institutionnelle de cet espace n'a pour l'heure pas évolué. Elle est qualifiée de fragmentée pour sa dimension industrielle et intergouvernementale pour sa dimension politique institutionnelle. Et en effet, la DG Défi est assez seule
numéro 1, pour faire bouger ces lignes-là. Et numéro 2, les lignes budgétaires dont elle dispose sont marginales. Dans certains de mes papiers récents, j'ai qualifié un peu ce paradoxe de capacité d'instruments d'intervention. Il y a une volonté de politique industrielle sans capacité d'intervention. C'est-à-dire que les capacités budgétaires, vous le rappeliez l'un et l'autre, restent fondamentalement dans les capitales nationales et structurellement, en effet, ça pose un problème parce que les quelques groupes industriels qui pourraient avoir tendance à ce mouvement, on l'évoquait tout à l'heure, les 2 champions européens entendus comme entreprises européennes, MBDA, Airbus, il y en a que 2, il n'y en a pas davantage, et pour l'instant, par ailleurs, on manque de données sur ce que, si je puis dire, le Fonds européen de défense a pu faire à la structuration de l'industrie de défense, avec cette hypothèse un peu développée par Daniel Fiotte, qui est de dire le FEDEF pourrait avoir un impact sur les petits acteurs industriels, mais sur les mastodontes, sur le Big Nine, évidemment que non, parce que le gâteau proposé, c'est un petit macaron, mais ça n'a rien de On peut le chiffrer. Suffisant. Pour rappeler pour nos auditeurs, le FEDEF, c'est entre 7 et 8 milliards d'euros sur 5-6 ans. Enfin, je veux dire, c'est peanuts par rapport à la somme des budgets défense nationaux. Et alors, sur le paquet défense EDIP, qui est en cours d'examen avec beaucoup de débats, etc. C'est extrêmement compliqué, c'est quelque chose c'est un document de plusieurs centaines de pages pour comprendre comment ça marche, il faut vraiment se lever très tôt. Mais quand vous regardez l'argent qui est consacré, à la fin de la journée, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc c'est totalement ridicule. Voilà. Donc en fait, ce qui n'est pas, soit dit en passant, neutre pour ces entreprises, parce que ça demande ce qu'on appelait en Union soviétique de la ressource administrative pour être capable de répondre à des appels d'offres. C'est un métier de répondre à des appels d'offres d'une manière générale, mais européen particulier, parce que c'est un savoir-faire, et un groupe petit ou moyen, c'est pas forcément évident d'avoir ces ressources administratives. Et j'ajoute que pour le FEDEF, par exemple, il y a des critères pour obtenir les fonds. Alors déjà, les 7-8 milliards, ils sont répartis sur plusieurs années. Donc ce sera probablement moins d'1 milliard par an. Voilà. Sur des dizaines de programmes. Et dans chacun de ces programmes, une des conditions, c'est que le gros acteur bosse avec tel petit acteur de tel autre pays, qu'il y a un certain nombre de pays qui sont embarqués pour pas humilier, pour pas corneriser des petits pays, par exemple les États baltes, la Hongrie, etc. Et donc en fait, vous aboutissez à une espèce de saupoudrage d'un montant qui est déjà notoirement insuffisant et qui en plus est saupoudré entre une multitude d'acteurs. De ce qui fait que l'efficacité pour moi du FEDEF, en plus c'est de la recherche très amont, ça n'aboutit pas à un armement utilisable. Elle est très très contestable. Et juste pour revenir, parce que c'est la question, c'était un peu la question de base sur ces nouveaux acteurs. Et en fait, il y a aussi une question derrière, donc on n'aura pas le temps de traiter entièrement, je pense, mais sur quel genre de produit, parce que c'est ce que dit, c'est la promesse d'Anduril, Palantir, etc. C'est notamment d'Anduril, c'est de faire du consommable. C'est le truc il faut aller sur le site d'Anduril. Ils disent, c'est un meuble Ikea, c'est pas un F-35. Et c'est pour ça, etc. Mais en même temps, ils montent en gamme. Ils font un drone, le Fury, qui doit être un drone, une sorte de Loyal Wingman, donc un peu équivalent au Neuron développé par Dassault. Et le Neuron développé par Dassault, c'est pas un meuble Ikea. Ça commence à devenir très complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça va aussi avec une analyse stratégique et capacitaire de quoi on a besoin. C'est le discours il y a un discours qui va avec ces acteurs, qui est de dire faut arrêter avec les F-35 et les gros bateaux, parce que moi je vous mets des drones autonomes etc. Et vous verrez, on a autant de résultats, et vous verrez, c'est super. Et c'est pour ça, moi je peux faire de la masse, et avec ma masse, vous ferez vous ferez plus de trucs in fine qu'avec vos gros bateaux ou vos gros avions, etc. Même s'ils se lancent aussi sur des secteurs à plus haute valeur ajoutée. C'est hyper intéressant de se demander, parce que c'est ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qu'une question capitalistique, ce n'est pas qu'une question de start-up. Ça devient aussi une question de à quoi va ressembler la guerre demain. Et est-ce que si effectivement c'est une infinité de trucs consommables, bon, sans doute que ces acteurs-là vont forcément gagner, parce qu'ils vont pouvoir livrer des trucs sur étagère très rapidement, et à un prix que ne pourront jamais faire les acteurs institutionnels du secteur. Si mine de rien, on a toujours besoin de chars, d'avions, et que c'est toujours les maîtres du sol et des airs,
bon, ça va être plus difficile pour eux de s'imposer, d'avoir la croissance qu'ils escomptent avoir, quoi. Mais c'est une stratégie de ces nouveaux acteurs de commencer par, je dirais, mettre le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'il faut commencer petit. Anduril, il a commencé en faisant des tours de surveillance qui étaient installables, qui se démontent, qui se transportent depuis un pick-up, qui se construisent en 2 heures avec 2 bifins, qui font de la surveillance radar, de la surveillance optique, la surveillance thermique, etc. Et qui surveillent des Mexicains qui traversent le Rio Grande. Voilà. Ils ont commencé petit. Donc en fait, peu à peu, ils se rendent compte que ces contrats qui sont passés sur des choses petites, consommables, etc., leur ouvrent la porte, les rendent légitimes pour faire du plus gros. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'au F-35 ? Pas forcément, mais déjà, quand on parle effectivement d'un drone Fury qui était exposé au Salon du Bourget, c'est déjà une belle bête. C'est pas l'UCAV, le drone de combat que prépare Dassault, c'est à peu près 2 fois plus petit. Mais ça reste quand même un gros engin qui est entre le consommable et le pas consommable, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vouloir en perdre 10 par jour. Voilà, c'est pas la catastrophe du siècle si on en perd un, mais c'est pas non plus un petit drone FPV à quelques centaines de dollars. Ouais, la manière dont il le package, dont il le présente, les capacités, et ce que c'est censé faire, ça ressemble quand même. Enfin, c'est vraiment des Loyal Wingman. On en met 3 devant un F-35 et ça vous nettoie le ciel. Hein. C'est pas. Puis il faut voir le prix étiquette, mais. Ouais. L'enjeu pour eux, c'est d'atteindre leur objectif de coût et donc de prix. On n'a encore pas assez de recul pour le voir. Sur le Fury, c'est très intéressant parce que le Fury, ils l'ont développé pour une compétition de l'US Air Force qui s'appelle CCA, donc Collaborative Combat Aircraft, des drones de combat collaboratifs. Et donc ils affrontent un autre acteur relativement récent qui est General Atomics, qui est quand même un peu moins récent. L'objectif qui leur a été fixé, c'est effectivement d'arriver à diviser par 5 ou 10 le prix d'un drone de ce type-là. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'ils l'ont fait. Ils ne pourront y arriver que s'il y a une commande derrière qui implique une masse qui leur permettra de baisser le prix unitaire. Donc, il ne faut pas croire non plus qu'en Duril, tout est terminé, qu'ils ont tout gagné, qu'ils vont... Voilà. Il y a encore des gros défis qui sont devant eux. Mais ils ont réussi à mettre le pied dans la porte. Ils ont réussi à s'imposer et à gagner, par exemple sur ce contrat CCA, ils ont mis out des acteurs beaucoup plus gros que Lockheed a essayé d'y aller et n'a pas été sélectionné. Ça veut dire que maintenant, ils ont mis dans l'esprit des décideurs américains qu'ils étaient légitimes pour battre régulièrement Lockheed, Boeing et Northrop. Et rien que ça, c'est une vraie nouveauté. C'est quelque chose qui est absolument unique, qui n'était pas arrivé aux États-Unis. Voilà. Et qui est bien favorisé aussi par leur entreprise politique, enfin en tout cas l'entreprise politique de Palmer Luckey, qui est très bien, enfin je veux dire, on sait que les administrations sont très politiques, enfin il y a les revolving doors, etc., il y a plein de postes politiques. Trump en plus a mis particulièrement les siens. Palmer Luckey est un soutien historique de Trump, il a levé beaucoup d'argent pour lui. J'ai appris en préparant cette émission que sa sœur était la femme de Matt Gaetz, qui a failli devenir attorney general, qui est un Trumpien assez central. Quelle vie d'être femme de Matt Gaetz, qui est quand même mis en cause pour des détournements de mineurs et des sex-parties avec de la drogue, mais peu importe, tout ça pour dire que c'est quelqu'un de quand même très très introduit dans l'establishment républicain, et que ça ne peut pas faire de mal quand il s'agit de voir qui concourt pour un programme. Enfin, Elon Musk en a fait tout un business model depuis quelques mois, de voir quelqu'un qui est quand même un soutien historique du leader maximo, président Trump, quoi. Mais on voit que l'ambition va au-delà, parce qu'effectivement, les États-Unis resteront le client d'ancrage absolument incontournable, probablement dominant pour les prochaines années. Ceci dit, on voit que Anduril a déjà gagné des gros contrats en Australie. Il développe pour l'Australie un drone sous-marin autonome qui s'appelle le Ghost Shark, dont le premier exemplaire a été livré il n'y a pas longtemps. Ils sont assez agressifs en Angleterre. Ils sont très agressifs en Allemagne, d'où leur alliance avec Rheinmetall annoncée au dernier salon du Bourget. Donc on voit qu'en fait, tout en accélérant auprès de leurs clients traditionnels, ils ont vraiment une volonté de ne pas être un acteur uniquement américain. Et ils savent que les positions se prennent maintenant, parce que maintenant, les acheteurs export sont pressés. L'intensité ressentie de la menace russe fait qu'il y a une tentation de demander à celui qui est le plus susceptible de produire vite, de fournir des contrats à ce type d'acteurs. Et donc,
ils jouent sur le fait qu'ils ont pris de l'avance sur les acteurs de la BITD, notamment européenne. Ils se mettent avec le plus agressif d'entre eux, Rheinmetall, pour essayer de préempter des marchés qui vont les rendre incontournables et les rendre dominants en Europe. Voilà. Et c'est très intéressant, ça va être intéressant, c'est pour ça que je citais cet appel d'offres de l'armée de l'air allemande. Il va être décisif si Rheinmetall et Anduril gagnent. Ça veut dire que Rheinmetall et Anduril vont probablement devenir le leader des drones européens. Voilà. C'est quand même pas du tout quelque chose à sous-estimer. Oui, Alexandre, en lien avec votre dernière question, une remarque et une illustration anecdote. La remarque, c'est que évidemment nos affaires d'industrie, de capitalisme, de la défense de cette émission sont toujours à articuler avec le volet opérationnel, stratégique, et donc des cultures stratégiques, en tout cas si on reste sur le continent européen, des États, et donc à bien des égards de leur divergence, sans aller nécessairement toujours vers ce que Hugo Meyer appelle une cacophonie stratégique à l'échelle européenne, cette difficulté de s'entendre sur les objectifs stratégiques, les priorités et aussi la perception des menaces. Et on voit dans le contexte français, par exemple, que l'évolution, la rapidité de ces évolutions, entre autres sur le volet menaces, a conduit les décideurs à actualiser à un rythme effréné et le livre blanc puis les revues stratégiques successives. L'illustration qui me venait en vous écoutant, c'est, je crois que j'avais repris dans un de mes bouquins dans le cadre de ma recherche doctorale dans une autre vie, un ancien ministre de la Défense qui m'expliquait, vous savez, quand je suis arrivé à Brienne, c'était dans le contexte de la gestion, si je puis dire, de la guerre en Afghanistan, dans les années 2000, j'ai compris rapidement qu'il nous fallait pas des rafales, mais il nous fallait des quads. Je partage cette anecdote, cette illustration avec vous parce qu'il me semble qu'elle peut pour partie incarner, il me semble, l'une des remarques que l'on a tous les trois partagées, savoir que peut-être certains types de menaces nécessitent certains types de capacités, d'équipements militaires plus ou moins consommables et qui vont conduire ou qui conduisent déjà à une structuration de différenciation des marchés de la défense. Après, les quads, les Russes essayent en ce moment sur le front ukrainien. Pour avoir vu quelques vidéos, je recommande pas nécessairement. Peut-être Vincent, le mot de la fin ? Oui, on a été assez négatif sur l'industrie européenne, hein, moi le premier. Il y a quand même quelques motifs d'espoir. Je sais pas si on a été négatif. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a un effet de sidération vis-à-vis de ces nouveaux acteurs. Voilà, rude mais correct, c'est ça. Il y a quand même... passé le moment de la sidération vis-à-vis de la rapidité d'avancée de ces acteurs, le fait qu'ils s'allient avec des géants en Europe comme Rheinmetall, moi je sens depuis quelques mois une accélération chez nos neuf amis de la BITD. J'en donnerai juste quelques-unes. MBDA, Missilier, très longtemps biberonné à la commande publique, qui produisait peu, à un rythme extrêmement bas, avec parfois des retards, etc. On sent qu'il y a une accélération et quelque part un retour à ce qu'on n'avait pas vu depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire un système de démonstrateurs et de prototypes autofinancés. Donc j'en citerai deux. Ils ont présenté une espèce de Shahed français, donc l'équivalent du drone Shahed iranien, qui s'appelle OWE, One Way Effector. Au Salon du Bourget, qui est une espèce de petite aile volante avec pas mal de charges militaires dessus, qui peut voler dès la fin de l'année et être livré dès l'année prochaine. Donc là, on commence à avoir des accélérations de calendrier qui correspondent à celles imposées par Helsing ou Anduril. Naval Group accélère aussi. Ils sont en train ils vont construire bientôt une nouvelle usine de drones sous-marins à la Lande-les-Morts sur une ancienne friche de la DCN, avec justement cette ambition de pouvoir tester très rapidement avec la marine qui est juste à côté, à Toulon, des drones qui vont peut-être développer de façon autofinancée. Bon, ça, ils les ont. Enfin, je peux le dire, c'était un partenariat, on a fait un reportage, mais j'y suis allé dans l'usine, ils l'ont, hein, leur drone. Ils l'ont, enfin, ils le testent, quoi. Ils le testent vraiment. Mais c'est hyper intéressant. Naval Group, par exemple,
Parce qu'on pourrait dire, s'il y en a bien un qui est un peu tranquille, c'est celui qui fait les gros bateaux et les porte-avions, parce qu'avant qu'Anduril se lance là-dessus, il y a quand même un peu de temps. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des activités futures, c'est effectivement les drones sous-marins, que Naval Group essaye de dériver des torpilles, pour certains segments. C'est hyper intéressant, la manière dont tout le monde sent qu'il y a quand même des marchés qu'il faut un peu bloquer, parce que sinon... les cons de la Silicon Valley, ils vont venir les manger, quoi. Et puis c'est vrai qu'Anduril, c'est moins connu que ces activités de défense aérienne que le Roadrunner, par exemple. Donc ils ont le Ghost Shark, donc il y a un sous-marin autonome qu'ils ont fait pour l'Australie, et ils ont deux autres programmes, dont un qui s'appelle Copperhead, qui sont des drones sous-marins navals qui peuvent aller directement sur le marché futur de Naval Group, si celui-ci, comme on peut l'imaginer, évolue d'une espèce de domination des gros bateaux vers quelque chose de plus panaché entre des gros bateaux et puis des armements et des équipements consommables beaucoup moins chers. Voilà. Donc je pense que la sidération est passée, maintenant la réaction. Pour que ça marche, il faudra que des acteurs comme ça, qui ne sont pas du tout habitués à faire des démonstrateurs autofinancés, qui ne sont pas du tout habitués à ne pas avoir été coachés par la DGA, qui ne sont pas du tout habitués à ce qu'on leur mette la pression, montrez-moi des trucs qui marchent, etc., arrivent à prouver qu'ils sont capables de se fondre dans ce nouvel environnement. Il faudra que la DGA accepte de prendre des risques, c'est-à-dire accepte de passer des commandes d'équipements dont on ne sait pas à l'avance s'ils seront parfaits, mais qui permettront de tester les technologies et peut-être de trouver, de faire monter des startups à un niveau de TI, puis peut-être un 10e acteur à cette famille de 9. Et la troisième condition que je vois, c'est l'argent privé. C'est l'argent privé. Il faut de l'argent privé. Il faut que des Turgis et Gaillard, des EOS Technologies, des Delair puissent, comme le font leurs concurrents allemands comme Helsing ou comme Quantum System, qui est un des leaders européens des quadcoptères, puissent lever 100, 150 millions, 200 millions de façon assez facile. Et parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'on n'envisage pas non plus en Europe pour l'instant d'être complètement sur le modèle Anduril, c'est-à-dire acheter sur étagère un truc qui a été développé. Il y a quand même un besoin, en tout cas en France, de souveraineté, de pilotage, de l'idée de, on va regarder sur votre catalogue sur papier glacé et prendre 3 items avec un bon de commande. C'est quand même pas la philosophie de l'acheteur, de la puissance publique, donc de l'acheteur. Et donc, il y a quand même un désir de... Alors, ça n'empêche pas qu'il faut quand même de l'argent privé pour développer des démonstrateurs, mais quand même, il y a un désir de faire quand même d'accompagner les programmes sur la durée, plus que ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire, on fait des compétitions et chacun lâche son truc et on prend le meilleur à la fin, quoi. Samuel, peut-être pour le mot de la fin. Parce que... Alors, le mot de la fin, ça sera en bon universitaire une question, peut-être. Vous avez, Alexandre, lâché l'un des buzzwords de la souveraineté. Et donc, peut-être qu'on pourrait s'interroger et continuer collectivement à observer, essayer d'analyser si les nouveaux acteurs dont on a parlé lors de cette émission, déjà, dans quelle mesure ils vont réussir à se faire une place, et en particulier en Europe et en France, plus ou moins aidés, facilités par la DGA et les pouvoirs publics, et à l'échelle européenne aussi les instruments qu'on a brièvement évoqués. Et puis, si ces nouveaux acteurs de l'armement seront plutôt un vecteur ou un frein à l'autre buzzword, c'est pour ça que je faisais le lien avec la souveraineté, de l'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce que ça sera plutôt un vecteur, un moteur de ces évolutions en cours, ou est-ce que ça va plutôt renforcer là aussi les dépendances aux sentiers politico-stratégiques, plutôt en faveur du transatlantique et de Washington d'un côté, et des capitales nationales de l'autre, avec pour effet la poursuite par d'autres moyens de la fragmentation de la BITDE? Il faut voir, parce que l'association de Rheinmetall avec Anduril, c'est quand même politiquement un peu chargé. Il faut voir comment ça passe sur le long terme auprès de toutes les capitales européennes, parce que... Mais au-delà de ce cas-là, au-delà de ce deal et de ce cas-là, comment ça, vraiment sur le moyen terme, ça se restructure ou pas, et donc il y a des convergences ou pas qui se font entre acteurs continentaux, européens. Je pense que les positions se gagnent maintenant, en fait. Et donc, on est à la croisée des chemins. Est-ce que ces nouveaux acteurs d'origine américaine, Anduril, Shield AI,
vont réussir à avoir assez rapidement une position dominante en Europe, au besoin en s'associant avec des groupes locaux, Rheinmetall, mais aussi Airbus, qui bosse beaucoup avec Shield AI, notamment sur les hélicoptères et sur les drones. Est-ce que des acteurs d'origine européenne comme Helsing vont réussir à préserver quand même un poids d'acteurs européens? C'est la question qui se pose en ce moment. Et il y a beaucoup d'appels d'offres, il y a beaucoup d'argent en ce moment. Et je pense que dans 12 à 18 mois, on sera assez au clair pour voir si ça va être à nouveau, comme à l'époque de Lockheed Martin surdominant sur le F-35 en Europe, une espèce de marée d'équipements américains qui va déferler sur l'Europe, mais cette fois-ci qui viendront de groupes plus petits, ou si on aura réussi à préserver cette autonomie stratégique, cette souveraineté française, allemande, européenne, rayer la mention inutile, qui fait qu'on peut avoir des acteurs de taille mondiale qui existent encore. Voilà. Et ça, on le saura assez rapidement, et donc c'est pour ça que les prochains mois s'annoncent vraiment passionnants. Merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation et pour ce tour d'horizon. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir et de réactualiser ça dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci. C'est donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme toujours, les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon. Tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify et de YouTube, où les émissions sont désormais en vidéo. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.